Bienvenue dans la suite de Paris Direct. Voici les titres du journal. Le prix Nobel d'économie attribué aux Français Jean Tirole. La France a à nouveau à l'honneur après le Nobel de littérature décerné il y a 4 jours à Patrick Modiano. Un espoir pour les familles des 7 moines de Tibérine assassinés en 1996. Le juge antiterroriste français Marc Trévidic est en Algérie pour procéder à la première autopsie. Une mission entourée de la plus grande discrétion. Et puis la zone euro sous pression à 2 jours du début de l'examen par la Commission européenne des projets du budget 2015 des États membres. La France se retrouve au centre d'une réunion au Luxembourg pour parler déficit et réformes structurelles. On y reviendra avec Caroline de Camaret. Il s'appelle Jean Tirole, il a 61 ans, il est surtout français. Il s'est vu décerner il y a quelques minutes le prix Nobel d'économie 2014 pour ses travaux sur le fonctionnement des marchés. Jean Tirole est l'un des économistes les plus influents de notre temps, a dit il y a quelques instants l'Académie royale des sciences de Suède. Je vous propose d'écouter l'économiste Christian Stoffes. Il était sur notre plateau il y a quelques instants et il est président du Cercle des ingénieurs économistes à propos de Jean Tirole. Jean Tirole est le 2e prix Nobel français. Le premier, c'est Maurice Allais. Il a eu le prix Nobel il y a une vingtaine d'années. Maurice Allais, lui aussi, est un ingénieur économiste. Il est ingénieur des mines. Il a été longtemps enseignant à l'école des mines. Et c'est intéressant de noter que le Nobel, le jury Nobel, récompense maintenant des ingénieurs et pas seulement des économistes de la finance, comme c'est le cas depuis plusieurs années. Un ingénieur économiste, c'est la rigueur scientifique, et puis c'est aussi l'économie réelle. Alors la spécialité de Jean Tirole, sa discipline, c'est les questions d'économie industrielle, c'est-à-dire la question des monopoles, de la régulation, des contrôles. Moi-même, je suis ingénieur des mines. Lui est ingénieur des ponts et chaussées. J'ai exercé de responsabilité de directeur à EDF pendant de nombreuses années, qui est une entreprise qui est en plein dans les questions de régulation. Et je trouve que c'est intéressant que le prix Nobel rende justice à l'école française des ingénieurs économistes, qui était un peu oubliée depuis quelques années, parce que le prix Nobel, c'est important. L'économie, ça a de l'influence sur les décisions politiques, comme vous le savez. Jusqu'à présent, c'est surtout des Américains, voire des Anglais qui recevaient le prix Nobel. Donc c'est intéressant de noter que 2 Français ont reçu le prix Nobel. Et ce sont tous les 2 des ingénieurs économistes. Et puis c'est un clin d'œil un petit peu de l'histoire, j'ai envie de dire, parce que la France, à qui on tape sur les doigts en ce moment pour ses dérapages budgétaires, eh bien, le monde consacre un économiste issu de l'école française. Absolument, sauf que sa spécialité, c'est pas les questions de l'euro ou d'économie, macroéconomie, c'est des questions d'économie industrielle. Mais comme vous le savez, l'économie, ça vous donne une certaine légitimité à parler. La France se fait quand même un peu traîner dans la boue pour ses comportements macroéconomiques. Donc, comme vous dites très bien, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil que le jury Nobel adresse à la communauté mondiale des économistes pour montrer que les Français ont également des choses à dire. 18 ans après les faits, le juge antiterroriste Marc Trévidic est en Algérie pour participer à une expertise des têtes des 7 moines français de Tibérine assassinés. Ce voyage diplomatiquement est très sensible. Il est entouré de la plus grande discrétion. Aucune image n'existe pour l'instant du magistrat et des experts arrivés dimanche à Alger. Une de nos équipes, Kamel Zaïd, s'est rendue dans le monastère, lieu de tragédie. Notre-Dame de l'Atlas. En 1996, le monastère trappiste a été témoin de l'horreur. Aujourd'hui, malgré les rebondissements dans l'enquête sur la mort des 7 moines, une forme de sérénité semble régner ici. Frédéric s'est installé dans les lieux il y a 2 ans. Il entretient le monastère bénévolement avec la volonté de perpétuer le message de ses anciens occupants. Nous, chrétiens musulmans, nous sommes un peu comme les 2 échelles qui vont se rejoindre. Ces 2 échelles qui se rejoignent, c'est qu'on se rejoint sur un chemin de recherche vers un Dieu unique auquel nous croyons tous. Créé en 1938, le monastère était devenu un des piliers du village, pourtant entièrement musulman. Quand les tensions liées aux troubles de la guerre civile algérienne se sont faites sentir, les 7 moines avaient toutefois évoqué leur départ. Nous sommes comme des oiseaux sur une branche. Nous ne savons pas si nous n'allons pas nous envoler. Une façon de dire, mais peut-être qu'on va être obligé de partir. Et les gens du village vont répondre, vous vous trompez complètement, parce que les oiseaux, c'est nous dans le village, le monastère, c'est l'arbre. Si on déracine l'arbre, à qui est-ce qu'on va se raccrocher? Mais ça marque le lien d'amitié, de fraternité.
3000 visiteurs se rendent au monastère chaque année. Parmi eux, presque la moitié sont algériens. Beaucoup pour rendre hommage notamment au frère Luc, médecin, qui a soigné plusieurs centaines de milliers de personnes pendant ces 50 années passées à Tibérine. En Syrie, les forces kurdes opposent toujours une farouche résistance aux djihadistes de l'organisation État islamique qui ont envoyé des renforts. C'est dans ce contexte que la Turquie a décidé d'autoriser les États-Unis à utiliser ses bases aériennes. On fait d'abord un point sur la situation en ce moment sur place à Kobané avec Marine Olivesi, notre correspondante envoyée spéciale à la frontière turco-syrienne. Les combats font toujours rage dans le quartier nord-ouest de la ville de Kobané. On a pu observer il y a un peu plus de 2 heures une double frappe aérienne s'abattant sur des combattants de l'État islamique qui essayent depuis des jours maintenant de s'emparer de ce quartier, donc au nord-ouest de la ville. Un quartier stratégique parce qu'il se trouve tout près du poste de frontière entre la Turquie et la Syrie et que bien sûr prendre le contrôle de cette zone permettrait de couper toute voie d'accès, toute sortie, toute possibilité de sortie pour les civils et pour les combattants kurdes vers la Turquie s'ils le souhaitaient. On a pu aussi hier, cela fait suite hier à plusieurs tirs d'obus qui ont atterri tout près de la frontière et de la voie ferrée qui marque la frontière entre la Turquie et la Syrie. Et donc des combats qui menacent la population civile qui se trouve toujours dans la ville et surtout à l'extérieur de la ville. J'ai pu m'entretenir il y a quelques heures par téléphone avec un de ces civils dans un village juste à l'ouest de la ville de Kobané. Et il m'expliquait en fait que plusieurs milliers de personnes ont fui la ville même et ont pris refuge dans ce village qui est pour l'instant considéré comme plus sûr, mais qu'il souffrait d'une pénurie d'eau, une pénurie de nourriture et que les quelques tentatives de certains de ces civils pour passer en Turquie et ramener des ravitaillements avaient échoué, la Turquie ne les autorisant pas à revenir en Syrie une fois la frontière passée. Au Proche-Orient, des heurts ont éclaté ce matin entre 2 jeunes Palestiniens et des policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Les jeunes s'opposaient à la visite prévue de fidèles juifs orthodoxes en pleine fête de Soukhot. Plus tôt, la conférence des donateurs sur Gaza s'est achevée sur une somme très importante, 5,5 milliards de dollars de promesses pour reconstruire le territoire palestinien dévasté par 50 jours de guerre avec Israël. John Kerry, aujourd'hui en Égypte, a appelé à la reprise des négociations de paix. On l'écoute. Nouvel engagement de toutes les parties à œuvrer pour une paix qui réponde aux aspirations de tous, les Israéliens, les Palestiniens et toutes les populations de la région. Direction Hong Kong où des échauffourées ont eu lieu ce lundi entre des manifestants pro-démocratie et des dizaines d'hommes venus démanteler les barrages mis en place dans le quartier des ministères. Nous sommes en ligne avec Diane Dezobo de l'agence France Presse. Alors c'est la nuit chez vous à Hong Kong. Où en est la mobilisation ? Oui, là, il fait nuit. Là, en fin d'après-midi, la situation est devenue plus calme et ce soir aussi. Là, les manifestants, en fin d'après-midi, étaient en train de renforcer les barricades. Pour la première fois, je les ai vus utiliser du scotch, des moyens vraiment de consolider les barricades pour qu'elles soient difficiles à démanteler. Voilà, donc ils se préparent pour la nuit. Oui. Alors ils se préparent, on l'a bien compris, pour une nouvelle nuit, peut-être un nouveau bras de fer avec les autorités. Est-ce qu'on en sait plus sur l'identité de ces individus venus faire le coup de poing il y a quelques heures en pleine mobilisation ? Alors voilà, c'est toujours dur de savoir pour sûr qui sont ces hommes masqués. Ce qui est sûr, c'est que les manifestants pro-démocratie ici, ou les députés également, suspectent que ce sont des personnes, peut-être des triades, ce sont des personnes qui viennent masquées pour ne pas être reconnues, démanteler ces barricades souvent avec violence, certains avec des couteaux ou des crans d'arrêt. Et donc qui ont été certains plaqués au sol par la police quand ils essayaient de démanteler ces barricades. Voilà, mais c'est très dur de savoir exactement qui sont ces personnes. Il y a toujours un mélange de personnes, de ce qu'on appelle les rubans bleus, des personnes qui veulent montrer leur soutien à la police, au gouvernement de Hong Kong, qui en général sont plus pacifiques que ces hommes masqués. Et voilà, ces hommes masqués suspectés d'avoir des liens avec les triades de Hong Kong.
Merci Diane de Sobo de Hong Kong, l'agence France Presse pour ce témoignage. Le retour d'Oscar Pistorius devant la justice. Le champion d'athlétisme a été reconnu coupable d'homicide involontaire à l'encontre de sa petite amie. Eh bien, la juge doit maintenant fixer la peine qui peut aller jusqu'à 15 ans de prison. Mais Pistorius peut encore y échapper. Cette dernière étape de la procédure faite d'audition de témoins peut durer plusieurs jours. Elle a donc commencé ce lundi. Evo Morales rempile. Le président bolivien a remporté dimanche un troisième mandat à une écrasante majorité. Ses prochains défis, la corruption et l'insécurité. En attendant, Evo Morales a savouré sa victoire. Acclamé par ses partisans, Evo Morales savoure sa réélection à la tête de la Bolivie, un véritable plébiscite pour sa politique socialiste. La nationalisation a battu la privatisation. Et à nouveau, avec plus de 60% des voix, la nationalisation gagne. Redistribuer les richesses aux Boliviens, c'est le credo d'Evo Morales depuis sa première élection en 2006. À l'époque, à 46 ans, il devient le premier président amérindien de Bolivie. Première mesure phare, la nationalisation des hydrocarbures. Aujourd'hui, nous sommes dignes. Plus jamais nous ne serons mendiants ni humiliés, mes frères. Nous ne sommes plus un État qui fait la quête, comme on nous l'avait laissé. L'ancien berger forgé par le syndicalisme fait aussi voter une constitution qui reconnaît les racines indigènes de la Bolivie. Sous ses mandats, la pauvreté extrême recule, passant de 38 à 18%. Le quotidien des Boliviens se transforme au fil des années. Sur le plan international, allié de Cuba et du Venezuela d'Hugo Chavez, la Bolivie se rapproche de l'Iran et de la Chine. Un ennemi en ligne de mire, les États-Unis. Nous avons lutté et lutté contre l'Empire nord-américain. Le peuple est anticolonial. Le peuple est anti-impérialiste. Le peuple est anticapitaliste. 3 mandats, mais les défis à relever restent importants. La Bolivie souffre encore de la corruption, du trafic de drogue et de l'insécurité. Les ministres des Finances de la zone euro se réunissent cet après-midi au Luxembourg. Au menu, les projets de budget 2015 des États qui seront envoyés mercredi à la Commission européenne. La France qui prévoit de ramener le déficit public sous les 3% en 2017 au lieu de 2015 se dit prête au bras de fer avec Bruxelles. Une ambiance qui promet d'être électrique cet après-midi à Luxembourg. Au menu des discussions des ministres des Finances de la zone euro, le très controversé budget de la France. Sur le papier, Paris demande le report à 2017 de son objectif de 3% de déficit du PIB. Mais vendredi, dans une interview à la presse, pour le président de l'Eurogroupe, Paris doit déjà revoir sa copie. Le projet de budget de la France est assez loin de l'objectif, à la fois en termes de déficit et de mesures effectives, concernant le déficit structurel et le nombre et la qualité des réformes qui doivent être réalisées. Mais à Paris, réaction immédiate de Manuel Valls. Les leçons du président de l'Eurogroupe ont du mal à passer. Je n'accepte pas des leçons de bonne gestion. Donc je demande à chacun beaucoup de sang-froid, beaucoup de respect, surtout quand il s'agit de partenaires européens, quand on s'adresse et quand on parle de la France. Pour obtenir le report de ses objectifs de déficit à 2017, la France plaide les circonstances exceptionnelles. Une croissance et une inflation atones dans la zone euro. Bercy insiste aussi sur ses efforts pour redresser ses comptes publics. 21 milliards d'économies programmées. Dans une interview au JDD, Emmanuel Macron s'engage même à intensifier les réformes. Le ministre de l'économie se donne 6 mois pour inverser la courbe du doute. Paris doit remettre sa copie mercredi à la Commission. Si elle constate des manquements graves, la France sera priée de revoir sa copie sous peine de sanctions financières. Voilà, et Bruxelles, on va y revenir sur ces enjeux avec Caroline de Camaret dans un instant. Mais d'abord, le rappel des titres. Il est français, il a 61 ans. Jean Tirole s'est vu décerner ce lundi le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur le fonctionnement des marchés. Il est l'un des économistes les plus influents de notre temps, a déclaré l'Académie de Stockholm. Un espoir pour les familles des 7 moines de Tibérine assassinés en 1996. Le juge antiterroriste français Marc Trévidic est en Algérie pour procéder à la première autopsie. Une mission entourée de la plus grande discrétion.
Et puis vous l'avez vu, la zone euro sous pression à 2 jours du début de l'examen par la Commission européenne des projets de budget 2015 des États membres. Eh bien, la France se retrouve au centre d'une réunion au Luxembourg pour parler déficit et réformes structurelles. Et justement, la chronique du jour, chronique européenne à 2 jours du début de l'examen par cette Commission européenne du projet